20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Nous sommes toujours tous chez nous pour respecter au mieux les consignes de sécurité. Aujourd'hui, nous accueillons François-Michel Lambert, député Liberté, Écologie, Fraternité de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes dans le groupe Liberté et Territoire que vous avez fondé à l'Assemblée nationale. Bonsoir François-Michel Lambert. Bonsoir à vous tous et vous toutes. Merci d'être avec nous ce soir. Au programme de ce 20h l'invité, à la maison, les violences policières, la mort de George Floyd, un Afro-Américain, par un policier aux États-Unis a provoqué l'indignation dans le pays et le monde entier. Les manifestations contre le racisme et les émeutes se poursuivent aux États-Unis. En France, beaucoup de violences policières sont aussi dénoncées. On se demandera justement si ces violences sont comparables et comment agir contre. Avant d'aborder la question de la régularisation des sans-papiers, ce que vous avez demandé au Premier ministre pendant le confinement, François-Michel Lambert, on évoquera le monde d'après-crise. L'écologie a-t-elle sa place dans la relance économique et quels ont été les effets de la crise du Covid-19 sur l'environnement ? Aujourd'hui, mardi 2 juin, les bars et les restaurants sont enfin ouverts. Après plus de 2 mois de fermeture, la phase 2 du déconfinement est enclenchée. Bonne ou mauvaise idée? Était-ce trop tôt? On verra ça avec vous, François-Michel Lambert. On abordera également la situation de votre parti, Liberté, Écologie, Fraternité et votre parcours. Réagissez sur nos réseaux sociaux, #Fréquence ESJ pour poser vos questions à François-Michel Lambert sur Facebook, Twitter ou Instagram. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec François-Michel Lambert, c'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. François-Michel Lambert, avant de revenir sur votre parcours, c'est le mot du jour, un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui résume la grande actualité de ce mardi 2 juin 2020. Ce mot, c'est Renault. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir François-Michel Lambert. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaite que la direction de Renault mène un dialogue social constructif sur l'avenir des sites du groupe, notamment dans le Nord, pour valider le prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros dont le constructeur a besoin. Si ce n'est pas le cas et que je vois qu'on est dans une situation de blocage, il faudra poursuivre la discussion, a déclaré le ministre. Le constructeur automobile en difficulté a annoncé la semaine dernière un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros. Le groupe envisage notamment de transférer la production des utilitaires électriques Kangoo sur son site de Douai. Environ 2900 employés de l'usine de Maubeuge partiraient à 70 km de là. Ce projet a suscité la colère des salariés de Maubeuge qui ont arrêté l'activité du site vendredi et ont manifesté samedi devant l'usine. François-Michel Lambert, près de 4600 emplois chez Renault sont menacés. Est-ce que l'État doit apporter sa garantie au constructeur, même si ce dernier procède à des licenciements ? Non, tout d'abord, soyons clairs, c'est 4600 ou un effondrement du groupe Renault. Moi, je pense qu'on peut être écologiste, souhaiter un changement de modèle de société, notamment sur la question de la mobilité. Je rappelle que moi, je suis une Zoé depuis 2013, 150 000 km. J'ai acheté la Zoé parce qu'elle est électrique et parce qu'elle est fabriquée en France. Il y avait d'autres offres, mais ce n'est pas la seule, unique réponse que nous pouvons avoir pour cela. Cautionner à un maintien d'un outil industriel qui n'est peut-être pas adapté et surtout à un modèle économique qui, lui, risque de ne pas tenir sur la décennie et même pas atteindre la prochaine, et la question sur laquelle nous devons nous poser en premier lieu. Donc moi, le gouvernement vient au secours de Renault, mais ce qu'il faudrait, c'est que cette majorité, elle repense complètement son logiciel. Et aujourd'hui, le logiciel de la mobilité de la majorité n'a pas beaucoup changé. Merci François-Michel Lambert. Merci Théo Grévin, on vous retrouve en fin d'heure pour l'agenda politique de la semaine. Avant d'évoquer cette deuxième phase du déconfinement qui a pris effet aujourd'hui, on revient sur votre parcours, François-Michel Lambert. Vous êtes actuellement député Liberté, Écologie, Fraternité. Bonsoir Axel Savoie. Bonsoir François-Michel Lambert, vous êtes un député de 53 ans dans le groupe Liberté et Territoire et votre engagement politique a débuté alors que vous aviez 26 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer en politique ? La passion d'abord, adolescent déjà, j'allais au dépouillement des différents scrutins, notamment municipaux. J'ai participé à des engagements associatifs et surtout étudiants.
que ce soit au lycée ou par la suite, notamment les manifestations contre la loi Devaquet. Donc pour vous, c'est de l'histoire, pour moi, c'est une réalité. Et puis la chose, le sujet de limite de notre planète, peut-être la chance d'avoir un parcours personnel qui m'a amené sur plusieurs continents et de mesurer combien notre planète, qui semble immense, est finalement petite. Et notre modèle économique, celui des années 70-80, pouvait-il supporter une hyper-croissance et un risque de pollution et d'effondrement? C'est surtout sur la pollution que je suis rentré en politique. Alors, vous entrez pour la première fois dans un parti, c'était Génération Écologie, c'était en 1992. Pourquoi avoir choisi Génération Écologie et pas les Verts, qui était quand même le parti écologiste à l'époque? Génération Écologie avait une baseline, mettre les mains dans le cambouis et une démonstration. Un ministre de gauche, Brice Lalonde, une étoile montante de droite, Jean-Louis Borloo, et une personnalité de la société civile, Noël Mamère. C'était la configuration de l'époque. Donc, il y avait urgence. 92, c'était juste après Rio. Je remets le contexte. L'alerte mondiale à Rio. Et il fallait maintenant mettre les mains dans le cambouis et être en capacité de travailler de façon large et pas en étroitesse comme étaient les Verts à l'époque, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui, je le reprécise. Voilà pourquoi mon engagement. Mon engagement, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, de transformer notre société. Et je m'inquiète, je vais bientôt fêter les 30 ans de mon engagement politique. Et une petite partie de ce que déjà était porté à l'époque, j'étais un militant de base, mais les fondements étaient là, une seule petite partie est mise en œuvre aujourd'hui, un tiers de siècle, et on n'avance pas assez vite, et ça commence à m'inquiéter. Ensuite, par la suite, vous rejoignez Europe Écologie Les Verts, que vous quittez d'ailleurs en 2015, et vous cofondez l'Union des démocrates et des écologistes avec François de Rugy et Jean-Vincent Placet pour vous rapprocher de La République En Marche. Pourquoi avoir pris ce virage vers Emmanuel Macron? Alors, l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes, ne s'est pas rapproché d'Emmanuel Macron. C'est à titre personnel, quand Nicolas Hulot a dit il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu la même chose, il faut mettre les mains dans le cambouis et s'engager derrière Emmanuel Macron, j'ai retrouvé cet élan que j'avais connu en 92, mais très très vite, je dirais dès l'été 2017, j'étais extrêmement déçu. Puisque pourtant, de 2017 à 2018, vous avez fait partie du groupe parlementaire de La République En Marche. Mais oui, j'ai essayé tant bien que mal de trouver des leviers, de faire bouger les lignes, d'être en soutien derrière Nicolas Hulot. Mais vous aurez constaté que Nicolas Hulot part fin août et je fonde le groupe Liberté et Territoire avec d'ailleurs Paul Molac. On a le même parcours au niveau de l'Assemblée nationale et d'autres parlementaires en octobre suivant, c'est-à-dire 40 jours plus tard. Il y a bien un moment donné, on se rend compte que nous ne pourrons rien obtenir de cette majorité sur l'urgence écologique. Et il y a quelques éléments symboliques, mais la transformation en profondeur, ce que je vous disais tout à l'heure sur la vision de ce que peut être une autre forme de mobilité, n'existe pas. Le plan mobilité vélo, c'est 60 millions d'euros. C'est 6 km d'autoroute, l'équivalent de 6 km d'autoroute qui est distribué pour tout le plan vélo. Michel Lambert, aujourd'hui, si on vous proposait le poste de ministre de la Transition écologique, est-ce que vous l'accepteriez ou est-ce que vous pensez que vous seriez plus efficace dans votre coin? Excellente question. Et la réponse, une seule et unique condition. En réalité, il y en a plusieurs, mais une qui est centrale, c'est qu'Emmanuel Macron annonce qu'il ne se représente pas en 2022. Tant qu'Emmanuel Macron laisse penser qu'il ne fait des calculs politiciens pour 2022, nous ne pourrons pas avancer. Si Emmanuel Macron dit « je ne me représente pas en 2022 et j'ouvre largement et il me proposerait un secrétariat d'État sur la logistique, l'économie circulaire, mes expertises, oui, j'aurai confiance. Parce que je sais que ça sera pour agir, ça sera, je reviens toujours à mon mantra, ça sera pour mettre les mains dans le cambouis, pour changer les choses. Aujourd'hui, on ne peut que craindre que ceux qui rentrent dans le gouvernement, surtout pour l'écologie, ne soient qu'un affichage pour permettre à Emmanuel Macron
de se présenter en 2022 plus verdi qu'il n'est aujourd'hui. Pour changer de sujet, en 2017, en pleine affaire Fillon, vous défendez les emplois familiaux autour des parlementaires, car votre femme Marjorie était notamment votre assistante parlementaire à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous maintenez cette position ? La démonstration, elle est faite par l'histoire, hein. Ça fait à peine 3 ans. On a eu l'affaire Benalla, on a eu d'autres affaires, et il n'y en a aucune qui démontre que la proximité familiale soit à l'origine. C'est le non-contrôle qui est à l'origine. Il y a eu le collaborateur d'Olivier Véran qui a tenté de monnayer son intermédiation dans les masques. Il n'a aucun lien avec Olivier Véran, aucun lien familial. Donc mais vous comprenez pourquoi de telles pratiques peuvent susciter la défiance des Français. Mais la défiance, on l'a surtout. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est pourquoi, a priori, ça serait pour se servir et non pas servir. Je ne le conçois pas. On a dans toutes les autres activités, que ce soit artistique, que ce soit le sport, que ce soit l'entreprise, que ce soit dans une association, on trouve même ça intéressant qu'un couple arrive, que ce soit un couple marié ou une mère et son fils, ou je ne sais, et qui vient s'engager, on vérifie juste qu'il n'y a pas de détournement. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle est votée ne vérifie toujours pas si les collaborateurs qui ne sont plus liés officiellement avec les députés et les sénateurs, s'ils travaillent vraiment pour le sénateur ou le député, ou s'ils ont une activité connexe et qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt commun. Il n'y a toujours pas de contrôle aujourd'hui, et je vous le dis ce soir, il existe des collaborateurs qui ne travaillent pas dans le rôle, dans la fonction pourquoi ils sont payés, ils sont au service d'autres intérêts, très souvent l'intérêt d'un parti politique qui serait celui du député ou du sénateur. Et là, il y a zéro contrôle. Merci, merci François-Michel Lambert. Pour régler ça. On avance dans l'émission. Merci Axel Savoie. 20h11 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag Fréquence ESJ. Les bars et restaurants ont ouvert aujourd'hui avec des conditions bien particulières. Un événement important pour les Français et les restaurateurs. Mélodie Sforza, vous nous expliquez les règles à respecter dans les cafés, restaurants et hôtels, des règles élaborées par les professionnels. Après 2 mois et demi sans mettre les pieds dans un restaurant, les Français ont enfin pu manger et boire un verre ailleurs que chez eux. Pour les régions encore classées en orange, seules les terrasses sont accessibles. C'est le cas de l'Île-de-France, de Mayotte ou de la Guyane. Il faudra attendre le 22 juin pour pouvoir retourner dans les restaurants normalement, tout en respectant les mesures barrières. Des règles sanitaires ont été établies avec la profession, a expliqué le Premier ministre jeudi lors de son allocution. Les clients peuvent s'attabler jusqu'à 10 personnes maximum. Une distance d'1 mètre doit être respectée entre les tables de chaque groupe. Les clients peuvent enlever leur masque lorsqu'ils sont à table, mais ont l'obligation de le remettre s'ils se déplacent dans l'établissement. La consommation debout à l'intérieur est totalement proscrite. Pour le personnel des établissements, il y a aussi des mesures très strictes à respecter. Le port du masque est obligatoire en cuisine et en salle. Tous doivent se laver les mains toutes les 30 minutes. Entre chaque service, il faut nettoyer et désinfecter toutes les tables. Et l'entrée et les sorties des clients doivent bien être séparées. Ces mesures ne permettent donc pas à tous les restaurants de rouvrir. Certains, malheureusement, ont des salles trop petites pour espacer les tables d'1 mètre. Merci Mélodie Sforza. On l'a vu donc, cette phase 2 du déconfinement progressif est lancée, mais ce retour à une vie presque normale reste encore sous condition. Bonsoir Paula Monesti-Andréani. Bonsoir François-Michel Lambert. Donc à Paris, comme on l'a dit, les restaurants sont ouverts sous condition, uniquement en terrasse, et un système prévu jusqu'en septembre. Ces terrasses vont s'étendre et empiéter sur les places de parking et l'espace public. Est-ce une solution durable ? Toutes les terrasses ne pourront pas perdurer sur les emplacements qu'elles vont conquérir, mais il ne faut pas qu'on revienne à la situation hantée. Il est clair qu'on appelle ça l'urbanisme tactique, on l'a surtout vu pour le vélo, mais pour aussi ce qui est la vie dans la ville, retrouver de l'espace, il faut avancer. Je pense notamment aux emplacements automobiles, les places de parking. Le sens de la vie en ville, ce n'est pas de parquer des voitures, c'est notamment en France, cette culture est extrêmement forte, c'est de se retrouver
dans un bar, dans un restaurant, ou même parfois dans des cercles associatifs ou je ne sais. Et donc il faut que nous gardions une grande partie de ce que nous avons conquis sur le foncier dans ce cadre de la place que prennent les terrasses en ville. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que le fonds de solidarité sera maintenu jusqu'à la fin de cette année pour les cafés et les restaurants. Ce fonds sera-t-il suffisant pour pallier au manque à gagner des restaurateurs ? Je pense que la profession va le préciser. Ça ne sera jamais suffisant. Toute la question est de savoir comment on aide, où on aide, qu'est-ce qu'on fait avancer. Et par exemple, pour revenir sur le lien avec l'urbanisme, peut-être que la place et le rôle des restaurateurs des bars doit être aussi mise dans l'agenda. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de soutenir le dernier bar, le dernier restaurant d'une commune plutôt que le 18e d'une rue qui les enchaîne les uns avec les autres et qui est mourant, ce restaurant serait mourant. Il vaut mieux soutenir celui qui serait mourant dans une petite commune. Donc, il ne faut pas faire de généralité. Je reviendrai sur la question précédente. Je rappelle que la valeur du foncier, on se rend compte qu'elle a beaucoup plus de valeur lorsqu'on pose des tables et qu'on est entre amis que lorsqu'on pose une voiture. Ça fait 30 ans que les écologistes le disent. C'est de l'urbanisme de fin des années 90 qui n'arrive que 20 ans. Et justement dans la rue de la Roquette près de Bastille, il est prévu qu'elle soit piétonnisée et du coup que les voitures n'y auront pas accès. Est-ce que vous ne pensez pas que ce dispositif va grignoter sur la liberté de circulation des riverains et peut-être même les gêner ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une tonne de matière métallique et autres, et qui occupe 10 mètres carrés au sol, qui fait du bruit et qui pollue, n'empiète pas la liberté des autres ? Je crois que j'inverse la preuve de la charge, ou la charge de la preuve plutôt. Voilà. Il faut arrêter avec ceux qui pensent que la place de la voiture en ville est un élément structurant du modèle de ville. C'est une faute. Revenez sur le foncier. Est-ce que vous voulez mettre 10 mètres carrés pour stocker une tonne de métal qui ne bouge pas, qui en plus empiète l'espace, la vue, ou est-ce que vous voulez y mettre quelques tables et des gens qui consomment, et des gens qui sont heureux ? Moi, je sais de quel côté je me situe. Donc maintenant, on va parler des transports. Donc, en tant que membre du groupe Liberté et Territoire qui compte parmi ses rangs les députés nationalistes corses, la décision du gouvernement par décret de ne rouvrir les lignes aériennes pas avant le 23 juin, est-ce que selon vous, elle est justifiée ? On est abasourdis. On avait une réunion ce matin. Nous sommes abasourdis de cette décision du gouvernement. Sur quel fondement ? On peut circuler sur tout le territoire continental et on ne pourrait pas aller en Corse, qui est en plus plus facile à contrôler. Il n'y a pas 36 points d'entrée en Corse principaux, quelques ports et quelques aéroports. Et justement, la liaison par bateau, est-ce qu'elle ne suffirait pas ? Cette décision. Est-ce que la liaison par bateau, qui est toujours autorisée sous réserve du préfet, est-ce qu'elle ne suffirait pas à aller en Corse ? Les Parisiens... on vous entend mal, il y a peut-être un problème de connexion, c'est bon. Je crois que vous êtes revenu, François-Michel Lambert, allez-y. Voilà, une grande partie des gens d'Île-de-France et d'autres territoires vont en Corse par avion. Ils ne vont pas descendre en train jusqu'à Toulon ou Marseille pour prendre après un bateau. Ça n'a pas de sens. En plus, d'un point de vue des risques de contamination, ce n'est pas très positif. On ne comprend pas cette décision, si ce n'est, et nous l'avons remarqué, je le dis très très clairement, nous l'avons remarqué que Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a une approche très bonapartiste de la Corse et ne le considère pas la Corse par rapport à sa spécificité, mais par rapport à un élément commun de notre territoire. Et encore une preuve, ou plutôt une contre-preuve, puisqu'il cherche à bloquer et à empêcher les Corses d'avoir une petite partie de leur développement économique qui survit, puisque la Corse, c'est essentiellement le tourisme. Mais est-ce qu'il aurait fallu mettre en place un passeport sanitaire comme proposé par le député Jean-Félix Aquavive ou encore le Green Pass proposé par Gilles Siméon, le président de l'exécutif corse ? Ce sont des propositions sur lesquelles il n'y a pas de débat.
Je ne sais pas si c'est une bonne proposition. Je fais confiance aux élus des territoires, Liberté et Territoire, pour apporter des solutions, des réponses, mais elle mérite le débat. Et dans cette République en marche, c'est pour ça que nous avons quitté, nous sommes très nombreux à avoir quitté, vous avez pu le remarquer, les LREM, la République en marche, c'est que nous n'avons pas de débat. C'est même pas une question nous sommes repoussés, on n'a pas de débat. La démocratie, elle est faite de débats. Quand vous avez quelqu'un en face qui est puissant, puisqu'il a la majorité, et ne vous répond pas, et c'est ce qu'ils ont fait sur le sujet notamment des propositions des Corses, mais ils l'ont fait sur énormément de sujets. Ils ne répondent pas et ils arrivent avec une décision dont on ne sait d'où elle sort. Jusqu'au 23 juin, on bloque les vols sur la Corse, les vols aériens. Où est le sens de Macron qui avait dit tout l'inverse, qu'il y aurait du débat, que ce serait le commun qui construirait la France? Ça a disparu dans l'approche de la République en marche. Et malheureusement, c'est mortel pour la démocratie, c'est mortel pour notre pays qui a besoin de ce débat, pays qui, je rappelle, d'Astérix et Obélix, qui n'est fait que de débat. Merci François-Michel Lambert. Merci pour la modestie Andréani, merci François-Michel Lambert. 20h21 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Dans moins de 10 minutes, on évoque la question écologique dans le monde d'après-crise. Vous êtes, François-Michel Lambert, très engagé d'ailleurs sur cette lutte pour l'environnement. Vous faites aussi partie, on l'a dit, du groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale. Vous êtes un des membres fondateurs de votre parti Liberté, Écologie, Fraternité. On découvre un peu plus ce mouvement moins connu du grand public avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir François-Michel Lambert. Bonsoir Bastien. Comment on arrive aujourd'hui à influer sur le débat public et politique lorsqu'on est membre d'un parti presque inconnu? La question, elle est judicieuse, mais c'est aussi en portant des initiatives, une approche que d'autres n'ont pas. Le système, notamment médiatique, qui réduit à quelques phrases, font que les partis, parfois, réduisent même leurs échanges, leur bouillonnement. Aujourd'hui, on catalogue ELV, qui lui-même, parfois, est dans une certaine radicalité. La complexité des choses est tout autre. Et donc, nous travaillons sur démontrer ça. J'étais tout à l'heure à relire notre base programmatique qui sera publiée prochainement. Mais alors, pourquoi ne pas notre capacité à un rassemblement ne pas faire d'ostracisme, je finirai là-dessus, pardon Bastien, de ne pas faire d'ostracisme et à pouvoir dialoguer là où c'est nécessaire pour, toujours pareil, avancer. Alors, pourquoi ne pas tenter un rassemblement plus large des écologistes, même si vous êtes visiblement peu ouvert pour rejoindre Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas un rassemblement avec la gauche, quelque chose de plus large pour être plus représentatif, au moins à l'Assemblée nationale? Vous êtes seulement judicieux puisque nous avons fait part à Julien Bayoud de son initiative d'une université de l'écologie de la gauche et des pactes solidaires communes cet été. Oui, c'est ce que nous devons faire. Europe Écologie, et pas Europe Écologie Les Verts, mais Europe Écologie qui a été initiée par Danny Cohn-Bendit juste avant les européennes de 2009, a été ce souffle où les uns et les autres sont venus avec ce qu'ils étaient, et il y avait un parti dominant, les Verts à l'époque, mais chacun pouvait y contribuer. Ça s'est refermé autour d'une unicité, ce qui est dommage, hein, parce que la nature, elle est plutôt faite de diversité, et je dirais de biodiversité. Donc l'initiative prise par Julien Bayou, je la salue, nous la saluons à l'EF, nous faisons partie de sa démarche. Pour revenir à Liberté, Écologie, Fraternité, vous l'avez fondée fin 2019 avec notamment Marie-Pierre Bresson, une adjointe de Martine Aubry à Lille. Est-ce que ce n'était pas un peu trop risqué de vous lancer avec si peu de monde? Nous avons fondé Liberté, Écologie et Fraternité, l'EF, tout début de 2020 officiellement, parce que nous étions aussi dans un blocage au sein de notre parti d'origine, l'UDE, qui est aujourd'hui mis sous tutelle et qui va sûrement être dissous. Donc effectivement, on n'était pas, et je ne vais pas mentir, parce que je n'aime pas trop faire croire ce qui n'est pas, nous n'étions pas dans une dynamique de puissance, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous commençons à vraiment aller de l'avant, parce qu'il y a une petite musique
à côté du grand ELV, il y a une autre musique qui fait jour et qui apporte des réponses dans la biodiversité que doivent être les formations politiques de l'écologie. Alors justement, vous évoquez l'UDE il y a quelques instants. Vous avez souvent changé de parti au cours des années, chez Europe Écologie, l'Union des démocrates écologistes, puis un rapprochement avec le PS, avant d'enfin fonder Liberté, Écologie, Fraternité. Vous n'avez pas peur que vos électeurs se disent que vous ne savez pas où vous allez à force de changement de parti? Génération Écologie à sa fondation. Génération Écologie a quasiment disparu. Nous nous sommes retrouvés, j'étais avec Noël Mamère, chez les Verts. Les Verts, c'est Europe Écologie. Et après Europe Écologie, l'UDE. L'UDE, je viens de vous le dire, est dans des procédures mises sous administration. Hein, vous irez sur le site. Donc l'UDE disparaît. Nous sommes bien obligés de trouver un autre parti. Sinon, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de justice, puisque c'est des démarches judiciaires qui ont amené à ce que l'UDE soit mise sous tutelle administrative de la justice, je n'aurais fait que 3 partis en 30 ans. Hein, Génération Écologie, les Verts et l'UDE. Donc le PS, je n'ai jamais été au PS. J'étais dans le groupe socialiste, écologiste et républicain. Oui, il y a eu un rapprochement socialiste et républicain. J'étais membre de l'UDE. Donc, effectivement, vous n'avez jamais été membre. J'ai fait 3 partis et par poids de force, j'en suis au 4e. Mais alors aujourd'hui, avec l'EF, comment fidéliser de nouveaux sympathisants, ce qui est votre but, j'imagine, et qu'ils soient sûrs que votre parti est cette fois-ci fait pour durer et qu'il n'y aura pas des imbroglios comme avec l'UDE? Alors, les imbroglios, je ne peux jamais les anticiper. Je vais vous donner une confidence. L'EF n'est pas fait pour être un parti qui tiendra tout le siècle, mais il est fait pour, je l'ai exprimé tout à l'heure, apporter la biodiversité de ce que doit être la pensée écologique dans notre société aujourd'hui. Et si nous arrivons, avec ces universités d'été communes, la gauche, les écologistes et les plateformes sociales de la société à nous retrouver, l'EF ne sera pas mise en avant. Ce qui est à mettre en avant, c'est le collectif. Nous souhaitons à l'EF que du collectif. Nous avons bien conscience que nous n'aurons jamais un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Par contre, nous pouvons venir, comme dans des communes aujourd'hui, renforcer des majorités par une approche, j'allais dire, plus en capacité de travailler en commun que certains ELV. Alors, en parlant de groupe à l'Assemblée nationale, donc vous faites partie du groupe Liberté et Territoire, et ce groupe, il est quand même assez hétéroclite. Il y a des centristes, des députés de gauche, des anciens d'un peu partout. Comment est-ce qu'on arrive à trouver de la concorde avec un groupe, avec des personnes aussi différentes? C'est un groupe extraordinairement positif. J'avais quelques inquiétudes de me retrouver notamment avec Charles de Courson, assez connu, qui vient des centristes et que j'ai combattu à l'oral dans la précédente législature. Et lui aussi, il se disait, qu'est-ce que c'est que cet écologiste qui est utopiste? Eh bien, je peux vous dire que nous sommes dans un dialogue étroit, que nous avons appris à nous connaître, que j'ai appris à modérer mon approche, parfois en tenant compte de réalités budgétaires et économiques, et que Charles de Courson comprend, ça veut dire une trajectoire de transformation écologique, et peut-être qu'il va moins vite, mais ça permet tout ça. Je parle des nationalistes, on en avait tous une crainte, on se rend compte que ce sont ceux qui portent fortement des initiatives de transformation écologique dans leur territoire. Dernière question, François-Michel Lambert. Il y a quelques semaines, Aurélien Pradié, Cédric Villani et d'autres députés formaient le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée. Votre parti s'appelle Liberté, Écologie, Fraternité. Vous n'avez pas un peu peur que la multiplication des partis, tous ces noms qui se ressemblent un peu, finalement, ça perde un petit peu les citoyens? Oui, bien sûr. Je concède. EDS, le 9e groupe de Mathieu Orphelin, Aurélien Pradé et Cédric Villani, aujourd'hui est un groupe au service d'Emmanuel Macron et même de l'AREM. Aucun d'entre eux, à part Delphine Batho, n'est rattaché à un parti politique. Ils sont encore certains adhérents de La République En Marche. Ils ne sont pas clairs par rapport à 2022 et Emmanuel Macron. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention de ne pas verdir Emmanuel Macron pour qu'il se présente en 2022, c'est transformer écologiquement notre société que nous devons mettre en œuvre.
Et j'attends d'EDS qu'ils prennent leur distance vis-à-vis de LREM et d'Emmanuel Macron. Petite rectification, c'est donc Aurélien Taché et non Pradier. Voilà, erreur de ma part. Merci en tout cas, François-Michel Lambert. 20h29 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est en direct jusqu'à 21h avec François-Michel Lambert, député LEF, Liberté, Écologie, Fraternité. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Posez vos questions à François-Michel Lambert et nous lui poserons pour ça un hashtag Fréquence ESJ. C'est le moment d'aborder les enjeux écologiques dans la relance économique après la crise du coronavirus. Une crise non sans risque pour l'écologie, justement. Certains fabricants refusent d'appliquer les lois écologiques, d'autres salissent les plages et les rues de déchets. Les lieux sont inondés de masques et de gants à usage unique. Mélodie Sforza, vous nous faites un rapide point sur la situation. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire promulguée en février est remise en question. Cette loi contient des dispositions sur les déchets et le plastique, mais aussi sur la durée de vie des produits. Son but est de transformer la manière de produire et de consommer des Français. À Paris et à Bruxelles, les fabricants se mobilisent et remettent en question la loi. Selon eux, ils sont incapables de mettre en œuvre des mesures écologiques en temps de crise économique. Et depuis le déconfinement, les Français jettent leurs masques de protection et leurs gants dans la rue, à même le sol. Une attitude qui exaspère les éboueurs. Le compte Twitter des éboueurs de Paris a pointé du doigt ces actes d'incivisme. Nous devrions leur distribuer des balais. Ils ne méritent pas de masque, ont-ils écrit le 14 mai dernier. Un masque chirurgical met environ 450 ans à se dégrader. C'est donc très polluant, mais en plus de ça, c'est surtout très dangereux. Les éboueurs prennent le risque de se faire contaminer en ramassant ce genre de déchets. Et pour remédier à cette situation, des municipalités ont pris des mesures. À Marc-en-Barœul, dans le Nord, les habitants sont verbalisés s'ils jettent leurs masques ou autre matériel de protection contre le coronavirus sur la voie publique. Il en est de même pour la ville de Villeparisis, en Seine-et-Marne. Dans le cas du non-respect de la loi, les policiers municipaux sont autorisés à sanctionner les infractions d'une amende de 68 €. Merci Mélodie Sforza. Maintenant qu'on y voit plus clair, on revient sur ce sujet avec vous, François-Michel Lambert. 3 semaines après la fin du confinement, le gouvernement prépare sa relance économique. Une partie de la gauche écologiste redoute toutefois que l'environnement soit sacrifié pour l'économie. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir François-Michel Lambert. Est-ce que l'écologie va passer à la trappe dans l'agenda du gouvernement selon vous ? L'écologie, elle est déjà passée à la trappe. Alors, la loi économie circulaire et surtout une loi sur la pollution au quotidien, elle n'a jamais remis en cause notre modèle de société. Je n'ai eu de cesse de rappeler pendant ces débats, quand même, je porte ce sujet, j'étais le tout premier à aborder l'économie circulaire. J'ai fondé l'Institut national de l'économie circulaire en 2013, personne n'en parlait à l'époque. C'est la structure de référence en France, je suis l'un des référents européens sur le sujet. J'ai fait porter dans la loi de 2015 un article qui amène à ce que la France baisse sa consommation de matières premières par habitant, un ratio de tonnes de ressources mobilisées par habitant d'environ plusieurs dizaines de pourcents entre 2010 et 2030, et le débat a été refusé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'était même pas un débat en disant que ce n'est pas une bonne chose, même pas un débat en disant 2030 c'est trop tôt, on va le repousser. Non, la ministre a refusé de répondre à toutes mes interpellations, toutes. Selon vous, François-Michel Lambert, aujourd'hui, on peut sur la pollution. Elle ne s'est focalisée que sur la pollution. Et aujourd'hui, La République En Marche n'est focalisée que sur la pollution visible, mais pas sur les nouveaux modèles. Et ça, c'est ma très grande angoisse, c'est qu'on a reculé en 3-4 ans après les lois, notamment de Ségolène Royal. Donc selon vous, François-Michel Lambert, on peut profiter de cette crise pour repenser notre économie et notre mode de consommation ? Tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? On est dans une société de gaspillage dans tous les points de vue, gaspillage des matières premières, gaspillage dans l'usage. Les voitures, elles roulent 90% du temps, elles roulent, et 80-90% du temps, elles sont immobiles. Les objets ne sont pas partagés. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui dans notre économie, François-Michel Lambert ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il faut changer en priorité aujourd'hui ? Donc, je porte une initiative qui est soutenue par Jean-Dominique Sénard, l'ancien patron de Michelin, le nouveau patron de Renault, qui est de changer le modèle de comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, le bilan d'une entreprise, le bilan d'une société, aussi d'une collectivité, d'une association, il n'est que financier. C'est est-ce que je suis positif ou négatif ? Mais ces impacts sociaux, ces impacts environnementaux, ils ne sont pas du tout pris en compte. Donc, celui qui fait un effort
eh bien, il n'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé. Il existe des modèles, notamment le modèle CARE, que nous expérimentons c'est unique au monde, en région sud, auprès de 10 entreprises, dont des entreprises du CAC 40, qui permet de compter tout à la fois François-Michel Lambert, la finance, le social et l'écologique qui sont rassemblés pour voir si les entreprises, elles vont dans le bon sens. Est-ce qu'on peut vraiment prendre des grandes mesures aujourd'hui alors que notre économie, elle est au plus bas? On a essuyé une récession de 5,8% au mois de mai. C'est un record depuis 1949. Est-ce que maintenant, on peut vraiment se permettre de lancer des grands mouvements pour l'écologie? Et si oui, comment est-ce que vous comptez le faire? C'est l'instant où on doit notamment changer notre modèle de fiscalité. On a une fiscalité qui pèse sur le travail et qui ne pèse pas sur le gaspillage. On a une fiscalité qui ne sait pas tenir compte du carbone. On a une fiscalité qui ne tient pas compte de la pollution. Et pourtant, tout ceci derrière, nous le payons. Nous le payons terriblement. Pour vous, le gaspillage, c'est la seule chose sur laquelle il faut travailler aujourd'hui? Non, c'est le moment où il faut penser à des nouvelles approches réglementaires. Qu'il faut avancer sur... Quel genre d'approche réglementaire vous proposez? Des interdits, mais aussi des obligations. Des obligations, par exemple, passer encore plus vite à 100% de produits bio et locaux. Hein. C'est prévu 50% en 2022, et ben, passons à 75%. Bousculons. Sinon, à chaque fois, moi je vous dis, ça fait un tiers de siècle que je me bats pour ça et ça n'avance pas. À chaque fois, il y a toujours une bonne raison. Et on peut réfléchir complètement les aides économiques vers les transformations, avoir ces critères. On avait un amendement qui nous a été retoqué par le gouvernement au profit d'un vague rapport qui aura lieu dans plusieurs mois et qui n'aura aucun impact sur les entreprises. Donc, c'est vraiment de la volonté. Je le dirais, on a des démonstrations et je le citerai notamment ce qui se fait à Grenoble. Et Éric Piolle a fait la démonstration qu'on peut transformer tout en ayant un développement économique. On a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui affirmait au sujet des 20 milliards d'euros alloués à Airbus, Renault et Air France notamment. Il disait que ce n'était pas un chèque en blanc. Pour lui, ces entreprises vont devoir retrouver de la compétitivité et s'engager totalement pour une économie décarbonée. Ça veut dire quoi, François-Michel Lambert? Ça veut dire que les voitures de Renault et les avions d'Airbus vont devoir être électriques plus tard? Non, justement, on ne change pas le modèle. C'est le problème français, c'est qu'on pense que j'ai un sujet qui ne va pas et je change la technologie, je change le moteur. Je mets de l'électrique, de l'hydrogène ou je ne sais. Et on ne se pose pas la question de mais est-ce qu'il n'y a pas une transformation même de ceux qui amènent à ce problème sur l'agriculture productiviste ou une agriculture maraîchère, eh bien, ce n'est pas changer des molécules, c'est changer la façon même de cultiver. Sur la mobilité, c'est est-ce que nous devons continuer à avoir tant et tant de mobilité? Par exemple, nous allons ouvrir un champ sur le télétravail, mais surtout sur l'aménagement du territoire pour réduire la mobilité. Nous pouvons réduire de 5 voire 10% la mobilité du travail dans ce pays. Toute la mobilité au sens les déplacements domicile-travail, s'entend, tout en gardant le même volume d'emploi. Il faut limiter nos déplacements aujourd'hui? Et là, ça change beaucoup de choses. Ça changera beaucoup de choses. C'est un rééquilibrage vers les villes moyennes. Je vous invite à lire le travail de la Fondation Jean Jaurès sur le retour des villes moyennes. Un excellent travail qui nous montre où on doit aller, comment on doit rebâtir depuis nos territoires. Donc, c'est pas la technologie. C'est plus des sciences sociales et des sciences d'organisation de la société qui sont à mettre en œuvre. Merci, et la France est une société d'ingénieurs qui ne pense que TGV, Concorde et Minitel. Merci François-Michel Lambert, merci Axel Rebaud. 20h38 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans 20h l'invité. Sachez que vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en vidéo sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Stitcher ou encore Apple Podcast. Dans quelques instants, on évoque les violences policières en France. Avant ça, une manifestation illégale de plusieurs milliers de personnes en pleine crise sanitaire. C'est ce qui a eu lieu samedi à Paris. Le but, militer pour la régularisation de tous les sans-papiers en France. On fait le point avec Bastien Cochet.
François-Michel Lambert, est-ce qu'au moment où la France traverse une période de crise telle que le coronavirus et que de nombreuses politiques visent à freiner la mondialisation et les accès au pays, c'est un peu contre-intuitif d'appeler à la régularisation des sans-papiers? C'est surtout contre-intuitif de ne pas voir qu'ils sont là. 300-400 000 personnes qui sont sur notre territoire en pleine pandémie, une grande partie d'entre eux allaient au travail, des sans-papiers, mais on est en capacité de faire travailler des gens qui sont sans-papiers, mais derrière, on ne leur apporte pas de perspective. Ce sont des gens qui avaient besoin d'être entendus. Ce sont des gens qui avaient besoin d'être rassurés, qui ont toujours besoin d'être rassurés face à la crise sanitaire. Ils n'ont pas eu de réponse à la hauteur de leur particularité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un accès si simple que ça aux soins, qu'ils sont dans l'inquiétude du fait que leurs papiers ne sont plus à jour. Pour vous, ça aurait été impossible de surmonter la crise sanitaire sans ces milliers de sans-papiers qui ont continué à faire tourner la France? Je n'ai pas tout à fait entendu votre question, pardon. Pour vous, ces sans-papiers, sans eux, on n'aurait pas pu continuer à faire tourner la France pendant la crise du coronavirus. Ils ont eu un rôle très important. Oui, malheureusement, ça se verra essentiellement dans les statistiques des décès. Je travaille, je vous ai dit, dans la logistique. J'ai été alerté très tôt sur le fait que ce sont les livreurs, que ce sont les préparateurs, que ce sont les gardiens des immeubles abandonnés de bureaux ou d'entrepôts ou d'entreprises qui ont été les premières victimes, pas forcément sur leur lieu de travail, mais entre leur lieu de travail et leur lieu de domicile, et surtout le fait qu'ils vivent très souvent dans des promiscuités qui favorisent la diffusion, et qu'en plus, étant dans des situations irrégulières, ils s'angoissent d'aller se faire soigner et ils arrivent trop tard. François-Michel Lambert, qu'est-ce que vous répondez aux Français qui pourraient vous regarder et qui se disent ce n'est pas la priorité actuellement, il y a une situation économique qui est importante, sanitaire également, ce n'est pas la priorité, la situation des sans-papiers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une question sur laquelle mes valeurs ne me permettent pas de trouver une réponse. Ce n'est pas la priorité d'aider 300 000 personnes. Ce n'est pas la priorité d'aller de l'avant. Ce n'est pas la priorité d'entendre que ces gens sont allés manifester de façon illégale parce qu'ils ne sont pas entendus, parce qu'ils sont dans l'angoisse. Ce n'est pas la priorité de se dire qu'il y a des enfants. Pourquoi ça changerait plus maintenant? Où est notre priorité? Est-ce que notre priorité, c'est d'augmenter notre pouvoir d'achat? Alors oui, il y a des personnes qui sont en grande difficulté après le coronavirus, notamment au niveau de l'emploi et dans la précarité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut repousser ceux qui sont dans une plus grande précarité. C'est plutôt regarder, c'est pour ça que je propose le rétablissement de l'impôt sur la fortune ciblé sur l'écologie, un impôt de la solidarité écologique sur la fortune, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller regarder, que de montrer du doigt 300 000 personnes qui sont dans des situations terribles. Et je rappellerai qu'une grande partie de ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute sont des descendants de personnes qui étaient dans la même situation, et parce qu'on a su les accueillir à l'époque, aujourd'hui, ils sont intégrés. Et aujourd'hui, certains Français ont peur que ces naturalisations puissent continuer à alourdir le marché du travail alors qu'il y a déjà un taux de chômage historique. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ces personnes? Est-ce que vraiment ça apporterait encore un petit peu plus de l'alourdissement au marché du travail aujourd'hui, ces naturalisations? Alors d'abord, il y a une partie d'entre eux qui occupent des emplois. On a des sans-papiers travailleurs et une partie non nulle. Ensuite, je ne prendrai qu'un seul exemple. Le monde agricole, c'est 200 000 bras. Le ministre Didier Guillaume a fait appel aux Français qui étaient en chômage partiel ou dans des situations de disponibilité pour venir ramasser des fraises et des asperges, notamment. Donc, il y a des emplois qui sont à pourvoir et des emplois qui ne prennent pas. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème moral de se dire que si personne ne veut de ces emplois… Les restaurants, les cafés, restaurants, et surtout à Paris, regardons-nous dans les yeux. Qui est à la plonge? Qui est en cuisine? Ce sont très souvent des gens sans papier, ou peut-être avec des papiers, mais des papiers fragiles, des étudiants étrangers qui sont dans les cuisines parce que personne d'autre ne veut y aller. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème moral à vouloir continuer à entretenir ce système dans ce cas-là?
quel système on entretient? Si, le système, c'est qu'il y a une réalité sur laquelle il faut bien apporter des réponses. Où on trouve les vigiles, où on trouve les gens qui ramassent les poubelles le matin, où on trouve les gens qui sont dans les cuisines. On arrête tout jusqu'à ce que des Français avec des papiers se présentent et prennent les jobs. Donc vous verrez vos poubelles, elles ne seront pas ramassées. Vous irez au restaurant et puis il vous servira une salade froide, mais il ne pourra pas vous faire un plat. Vous aurez plus de vigiles. Voilà des réalités. Nous ne regardons pas les réalités en face. Moi, je les regarde. Alors, question qui rejoint celle de Deya dans le chat Facebook en live actuellement. Certains bruits de couloir disent que l'idée de naturaliser avancerait au sein du gouvernement. Est-ce que vous avez bon espoir? Oui, je dialogue avec le gouvernement qui cherche une démarche qui n'est peut-être pas aussi ambitieuse, pas aussi ample que celle que nous souhaitons, parce que je rappelle que nous sommes 125 députés et sénateurs à avoir écrit au Premier ministre. Je ne suis pas tout seul, 125 députés et sénateurs, dont certains de la République En Marche, cherchent une démarche. Moi, je pense qu'on est toujours trop timoré. Je reviendrai sous François Hollande, nous n'avons jamais avancé sur le droit de vote des étrangers pour les municipales. C'était parce qu'on était timoré. On a toujours peur de notre propre ombre. Le courage en politique, eh bien, c'est ce qui récompense tout à la fois celui qui le porte, mais surtout qui donne de l'ambition et une dynamique au pays. Tant qu'on reste dans l'ombre, nous avons un pays qui se sclérose et même qui s'angoisse. Pour en revenir à la manifestation de samedi dernier, vous avez bravé la loi en allant à cette manifestation illégale à Paris. Pourquoi avoir pris un tel risque sanitaire et également être allé à l'encontre de la loi? En étant député, on peut s'imaginer que vous avez un devoir d'exemplarité. Alors, le risque sanitaire, je suis depuis en confinement, je le dis très clairement, évidemment. Braver la loi, je ne suis pas le premier député sénateur à le faire. Mon mentor Noël Mamère l'avait fait pour le mariage pour tous, en mariant un couple d'homosexuels. Il en avait été vilipendé et puis 10 ans après, il a été applaudi. Je ne suis pas là pour être applaudi, je suis là pour montrer qu'il y avait 6, 7, 8 000 personnes qui bravaient les interdits pour hurler leur présence, leur angoisse et leur attente. Quand vous avez, et Martin Luther King le disait, ces émeutes, il parlait d'émeutes, moi ce ne sont pas des émeutes, et j'espère que ça ne le sera jamais, mais ce sont des manifestations, c'est le langage de celui qui n'est pas entendu. Je reprends les phrases de Martin Luther King, c'est le langage de celui qui n'est pas entendu. Nous avons 300 000 personnes qui ne sont pas entendues actuellement en France. Qu'est-ce que l'on fait ? Merci François-Michel Lambert. Merci François-Michel Lambert, merci Bastien Cochet. Les signalements de violences policières se font de plus en plus nombreux en France. Aux États-Unis, la situation sur le sujet est critique. On évoque ça avec Axel Rebaud dans une minute. Avant, on fait simplement un rapide point sur cette affaire aux États-Unis. George Floyd, un homme afro-américain, a été tué lors d'une arrestation policière. Depuis une semaine, les émeutes et les protestations contre le racisme et les violences policières se multiplient à travers les États-Unis et dans le monde. Mélodie Sforza. Le nom de George Floyd est devenu un symbole du mouvement Black Lives Matter. L'Amérique est divisée et plus que jamais par les discriminations raciales. Les hommages se multiplient chez les sportifs, les politiques et les artistes à travers le hashtag Justice for George Floyd. Ces révoltes ont commencé lundi dernier lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années est arrêté dans une rue de Minneapolis dans le Minnesota. Selon la version des forces de l'ordre, George Floyd aurait résisté à son interpellation par les agents. Il le soupçonnait d'avoir voulu donner un faux billet de $20. La scène a été filmée par une passante sur le réseau social Facebook en live. La vidéo montre George Floyd plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. George Floyd se plaint de ne pas pouvoir respirer. Le policier Derek Chauvin ne cède pas. Les passants s'emportent et crient « Il ne respire plus, il ne bouge plus ». George Floyd décède à l'hôpital quelques heures plus tard. Des protestations ont donc eu lieu toute la semaine aux États-Unis. À Minneapolis, Chicago, Los Angeles, Washington ou encore à New York, les manifestations n'ont pas cessé. Certaines villes ont même été contraintes d'instaurer un couvre-feu pour éviter les affrontements entre la police et les citoyens. Ce soir, une marche est organisée à Paris, de tribunal de l'arrondissement de Paris. Merci Mélodie Sforza pour ce rappel de la situation. Une semaine après cet événement, les manifestations donc se poursuivent aux États-Unis. Au même moment, le député Les Républicains Éric Ciotti proposait une loi en France pour interdire de filmer les forces de l'ordre en service. Axel Rebaud.
François-Michel Lambert, est-ce que vous condamnez cette proposition de loi de votre collègue à l'Assemblée, Éric Ciotti? On le voit bien que si aux États-Unis les passants n'avaient pas filmé, si le drame de début d'année je crois que c'est Cédric Chouat, n'avait pas été filmé, on peut s'inquiéter de ce que la vérité éclate. Donc, que cherche Éric Ciotti? Il cherche encore à monter une partie du pays contre l'autre, et il se range dans un camp. La France, ou quelques peuples. Pour vous, c'est dangereux pour la démocratie, ce genre de proposition? Pardon? Pour vous, c'est dangereux pour la démocratie, ce genre de proposition? Oui, c'est dangereux pour la démocratie. C'est dangereux parce que, surtout la démarche d'Éric Ciotti, qui cherche en permanence à caser d'un côté les soi-disant bons Français et de l'autre ceux qui sont à chasser de différentes façons à l'étranger, à mettre en prison, à condamner. Voilà, arrêtons de stigmatiser. On n'est pas des mêmes classes sociales, on n'a pas les mêmes parcours, mais on doit se connaître. Est-ce qu'on peut comparer les États-Unis avec le cas de la France, François-Michel Lambert, en termes de violence policière? Je ne peux pas me permettre de comparer. Par contre, je suis inquiet. Je suis inquiet sur les dérives, et je suis surtout inquiet d'un pays qui se connaît plus. J'ai fait le service militaire. Est-ce qu'on est pour ou contre le service militaire? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance de venir d'un cadre plutôt propice, d'une certaine bourgeoisie, et je peux vous dire que pendant un an, j'ai découvert, notamment du fait que j'étais avec des gens qui venaient de quartiers très difficiles, de Marseille, de Toulon, d'autres classes sociales, et appris à comprendre que la France était différente et que je ne détenais aucune vérité, si ce n'est celle d'appartenir à un peuple, le peuple français, mais aussi appartenir à l'humanité. Vous soutenez ces manifestations qu'on voit aux États-Unis? Je crois que les démarches d'Éric Ciotti, qui lui avait refusé son service militaire, démontrent qu'il croit que c'est des castes qui sont les unes contre les autres. Et à la fin, c'est la police qui se retrouve au milieu. J'arrive à votre question. Michel Lambert, c'est la police qui se retrouve au milieu, et parfois, probablement, dans des tensions, qui n'a pas les bonnes réponses, mais je ne peux préjuger de rien, si ce n'est que c'est toujours le pouvoir politique qui est responsable de la situation de son pays. Et donc vous soutenez ces manifestations qu'on voit aux États-Unis et en France, même si elles peuvent parfois devenir violentes? Je le redis, c'est le pouvoir politique qui donne le tempo dans son propre pays. On a pu le voir avec certains pays, la Hongrie, la Russie ou la Turquie, quand des personnages très forts, autoritaires, pour ne pas dire plus, arrivent au pouvoir. C'est eux qui créent les tensions, et notamment les tensions au niveau des forces de l'ordre. Selon vous, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui crée des tensions en France, avec notamment la police? Je pense que c'est le gouvernement, oui. C'est Emmanuel Macron aussi, d'une certaine façon, en ne prenant pas une hauteur, en ne cherchant pas à rassembler, et en laissant des situations se pourrir. Ça a commencé par les Gilets jaunes. Voilà, c'est bien sous Emmanuel Macron que nous l'avons connu. Aujourd'hui, il y a une manifestation à Paris qui demande justice pour Adama Traoré, mort en 2016 en garde à vue dans des conditions suspectes. Cette manifestation, elle a été interdite plus tôt dans la journée par la préfecture de police. Est-ce que vous supportez tout de même ce rassemblement à Paris? Je pense qu'à un moment donné, ceux qui beaucoup cherchent une voie d'expression. Et tant qu'on est dans des manifestations, et je me permets, moi j'étais à Place de la Madeleine et pas République, sur la manifestation des sans-papiers, et il n'y a pas eu une poubelle de renversée, il n'y a pas eu un mot sur les policiers, il n'y a pas eu de tension. Tant qu'on est sur des manifestations qui respectent les uns et les autres, je les soutiens parce qu'elles sont l'expression d'un mal-être. Les premiers samedis des Gilets jaunes étaient ceci. Après, il y a eu des dérives. Mais la manifestation, malheureusement, si elle arrive, c'est que nous, les politiques, nous n'avons pas su entendre.
Et, Il y a des différentes personnalités qui se sont exprimées, notamment l'humoriste suisse Thomas Wiesel, qui s'est exprimé au sujet des violences. Il disait sur Twitter que c'est fou comme quelques casseurs dans une manifestation pacifique peuvent la transformer en émeute ou en guérilla urbaine, mais par contre, des policiers violents, ça c'est des fruits pourris, pas représentatifs de l'ensemble, aucune réforme, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que, François-Michel Lambert, on a besoin de réformer aujourd'hui la police ? Non, on a besoin de changer le politique. Arrêtons, nous les politiques, de toujours faire porter à d'autres. C'est la faute des entreprises si l'écologie n'avance pas. C'est la faute de je ne sais trop quoi. C'est la faute, là, à l'instant dans votre question, des policiers. Non, c'est la faute du politique. C'est lui qui donne le sens de la société que nous construisons. Ce n'est pas un politique qui est responsable de la mort d'un jeune de banlieue en garde à vue dans des conditions suspectes, par exemple. Adama Traoré, ce n'est pas un politique qui l'a assassiné. C'est pas le politique qui est directement responsable, mais c'est la façon dont il appréhende ce drame qui en fait derrière de nouvelles tensions qui elles-mêmes vont amener à d'autres drames. Vous considérez qu'il y a une impunité dans la police ? Permettez-moi, je pense que reprenez ce que pouvait être François Mitterrand dans sa capacité à désescalader très souvent. Il y a eu des erreurs, et notamment je pense à la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, mais à rechercher la désescalade systématiquement. D'ailleurs, après la grotte d'Ouvéa, il a constaté que le bras de fer qu'il portait, lui, le politique, président de la République, contre les nationalistes calédoniens, a amené à un drame incommensurable. Je ne sais plus combien Dernière question très rapidement, François-Michel Lambert. Immédiatement, il a engagé les pourparlers de paix. Immédiatement. C'est-à-dire qu'il a créé la désescalade. Très rapidement, François-Michel Lambert, excusez-moi, est-ce qu'on doit, selon vous, interdire la profession de policier aux Français qui ont un casier judiciaire ? C'est une question sur laquelle je ne me suis jamais posée. Je ne sais pas ce que ça veut dire casier judiciaire. Moi-même, j'avais un casier judiciaire B2 parce que j'ai été condamné pour diffamation sur le juge Courroy dans l'affaire Ecomove en tant que député. Est-ce que ceci doit m'interdire d'être policier ou d'avoir d'autres responsabilités ? Je ne sais pas. Merci François-Michel Lambert. Donc voilà, c'est les raccourcis, attention aux raccourcis, attention aux raccourcis. Merci François-Michel Lambert, merci Axel Rebaud. 20h56 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est encore pour quelques minutes avec vous, François-Michel Lambert, député Liberté, Écologie, Fraternité de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le temps de faire le point sur l'actualité politique à suivre cette semaine. Théo Grévin, on commence avec la lecture vendredi à l'Assemblée nationale du projet de loi d'annulation du second tour des municipales. Ce processus ne sera actionné qu'en cas de dégradation de la situation sanitaire liée au Covid-19 en France. On le rappelle, le second tour des élections municipales est programmé le 28 juin prochain dans les 5000 communes où le conseil municipal n'a pas été élu au premier tour. Mais si le conseil scientifique estimait que la situation ne permettrait plus l'organisation du scrutin dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes, le second tour du scrutin serait alors annulé puis reporté, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le projet de loi permet l'annulation du second tour. Il permet aussi d'annuler les résultats du premier tour et de fixer au plus tard à janvier 2021 la date d'organisation d'un premier et d'un second tour. François-Michel Lambert, vous trouvez que le gouvernement agit prudemment en fixant une date pour le second tour tout en anticipant une éventuelle reprise de l'épidémie et donc une annulation des élections ? Il y a un élément clair, c'est que je porterai certaines critiques, notamment sur tout le système organisationnel et la logistique, car sous François Hollande, à l'initiative d'Emmanuel Macron, ministre, j'avais monté une expertise en cette matière que Elisabeth Borne a sciemment démantelée. Et pour revenir sur votre question, je suis bien mal placé pour savoir s'il faut le faire ou pas. Je voterai quand même, a priori, cette proposition de loi. L'épidémie que nous rencontrons, personne n'est en capacité de nous raconter le futur. Vendredi, toujours une réunion en visioconférence entre les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne aura lieu. Cette réunion portera sur la réouverture des frontières et la liberté de mouvement. Actuellement, les règles sont différentes pour chaque pays de l'UE. En France, les ressortissants européens sont appelés à se soumettre volontairement à une quatorzaine, mais sans en avoir l'obligation. Au contraire, d'autres pays ont établi des mesures de quarantaine strictes, comme l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Slovaquie, l'Autriche ou encore la République tchèque.
avec à chaque fois des dispositions spécifiques. Le Royaume-Uni entend, lui, instaurer une quarantaine pour les personnes qui entrent en avion dans son pays. François-Michel Lambert, on voit que chacun fait un peu ce qu'il veut. Certains pays imposent des mesures de quarantaine, d'autres comme la France les recommandent. Est-ce que l'Union européenne aurait dû imposer les mêmes règles pour tous les pays européens ? Non. L'Union européenne ne doit pas imposer les mêmes règles, comme la France ne doit pas imposer les mêmes règles. Je pense que l'union, ce n'est pas l'uniformité. Par contre, ce qu'il manque terriblement, c'est la coordination. L'Union européenne est encore à construire sur la façon de penser notre espace physique et tout ce que ça implique, les équilibres démographiques, etc. Donc, le grand constat de cette épidémie, c'est soit l'Union européenne va vivoter encore des dizaines d'années, soit enfin elle devient ce qu'elle doit être, un espace commun qui dépasse les nationalismes. Et moi, je me bats pour ça depuis 30 ans. Merci François-Michel Lambert, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir réagi. Merci à vous, François-Michel Lambert, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député Liberté, Écologie, Fraternité des Bouches-du-Rhône. Merci. Votre prochain rendez-vous politique sur Fréquence ESJ, c'est mardi prochain. Nous serons avec Laurence Rossignol, sénatrice du Parti Socialiste, de 20h à 21h en live sur le Facebook de Fréquence ESJ. Demain, Sébastien Cochet que vous retrouvez avec toute l'équipe de Storytelling, votre émission de divertissement, de 20h à 21h, là aussi en direct sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. Merci. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.